18h18 en direct sur CNews et Europe 1. On continue à parler de l'avenir politique incertain de la France. Prenons l'expertise de François Hollande. Amine El-Khatmi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu l'ancien président socialiste. Un grand expert. Lui, il a dressé la liste de tout ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été Emmanuel Macron et s'il avait été élu. Écoutez-le. Si j'étais président, venez là. Moi, président, j'aurais. Moi, président. C'est l'anaphore qu'il avait fait pendant le débat. Écoutons Monsieur Hollande. Eh bien, si j'avais été président de la République encore, je n'aurais pas nommé Michel Barnier au lendemain de la dissolution. Je n'aurais pas non plus dissous l'Assemblée nationale, il faut bien le dire. Et je n'aurais pas attendu 2 mois et demi même, pour nommer un Premier ministre. Et je n'aurais pas nommé 42 ministres qui, en plus, n'arrivent pas à s'accorder sur quoi que ce soit. Donc c'est pour sanctionner Emmanuel Macron que vous la voterez ? Mais il y a conséquence, s'il y a du 49.3, c'est qu'il y aura une motion de censure, et cette motion de censure, vous la comme elle a voterez, été, François je la Hollande. voterai. Vous la voterez. Je ne suis pas favorable à une procédure de destitution du président de la République. Je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une élection présidentielle anticipée dans le contexte que l'on vient de décrire d'instabilité et de péril sur les marchés. Donc je suis responsable si Michel Barnier, parce qu'il n'a pas le soutien du Rassemblement national, tombe, eh bien il faudra chercher un Premier ministre qui puisse avoir l'assentiment d'une majorité à l'Assemblée nationale. Amine El-Khatmi, vous avez l'honneur. Nonobstant le respect que j'ai pour la fonction qu'il a occupée et pour l'homme, moi, ce qui me laisse sans voix, c'est que le seul président de la République sortant qui a été empêché par son propre camp de se représenter, par son propre camp et par les Français, puisse venir là distribuer bons et mauvais points, donner des conseils aux uns et aux autres. Après tout, il est élu député. Comme si son propre quinquennat... Parlons de la députation. Quand on a été président de la République, élu sous les couleurs d'un grand parti de gouvernement, on peut contester le Parti socialiste, être opposé à sa politique, mais il faut être de mauvaise foi pour dire que ce n'a pas été un parti de gouvernement qui a porté de grandes réformes et qui a donné de grands noms à la France. Pour n'en citer qu'un, je citerai Robert Badinter. Quand on a été élu chef de l'État au nom de ce parti, revenir après, se faire élire sous les couleurs d'un ramassis d'antisémites, je parle de la France insoumise, qui ont renié tout ce qu'est la gauche, son attachement à la laïcité, sa défense de l'universalisme, son soutien à un certain nombre de nos grands principes, s'être assis sur ça pour sauver une minable circonscription de députés de Corrèze, je crois que ça disqualifie en principe pour donner des leçons aux autres. Catherine Ney sur François Hollande. Rien de spécial. Rien de spécial. Là, je trouve que tout était dit. Et moi, je pense que c'est peut-être sa façon de gouverner, sauf son respect, peut-être sa médiocrité, qui a fait Emmanuel Macron. Parce qu'il a dit, voilà, il y avait... S'il a pu se passer par un trou, c'est parce qu'il voyait qu'il y avait une béance à l'Élysée dans la manière de gouverner de François Hollande. Voilà, c'est tout. Et puis, voilà. Rachel Kahn et Louis Dragnel, que je n'ai pas beaucoup entendu. Peut-être pour compléter, mais évidemment, je rejoins les propos d'Amine El-Khatmi, c'est... il y a la fonction de président et il y a ce qu'il a pu vivre en tant que président. Et ce que nous avons pu vivre en tant que citoyens. 2015. Oui. Charlie Hebdo, les attentats du Bataclan, les terrasses, Nice, etc. Une année catastrophique, justement, où on était en plein... On a bien compris qu'on était aussi dans cette guerre idéologique, cet entrisme, et qui a ouvert la porte à des drames. Et comment, lorsqu'on a été président en exercice à ce moment-là, on peut pactiser avec les porte-paroles de groupes terroristes aujourd'hui. Et puis après, il y a la suite. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le Parti socialiste, lorsque le nom de Bernard Cazeneuve a été évoqué lors de la dissolution, il a été torpillé par le Parti socialiste. Exactement. Et puis enfin, on a quand même des enjeux au niveau national et au niveau international où un président de la République devrait justement être moteur pour dépasser ces histoires de chapelle. Louis Dragnel, vous qui avez toutes les informations des coulisses de la politique, où est-ce qu'on va dans les prochains jours? Parce que là, on a vu, le Premier ministre a fait un pas en avant sur l'électricité. Marine Le Pen dit ça ne suffit pas, le compte n'y est pas.
On se dirige vers quoi, là, dans les prochains jours? Ce qu'on comprend d'un côté comme de l'autre, c'est que personne ne ferme définitivement la porte. Okay. On voit que Michel Barnier tend la main avec cette mesure. C'est pas suffisant, on l'a bien entendu, mais il reste encore, il reste pas beaucoup de jours, mais il reste jusqu'à lundi. Lundi, bon. Exactement. Et du côté de Marine Le Pen, Marine Le Pen et tout le Rassemblement national disent c'est une victoire, on a gagné, on a négocié, mais ça suffit pas. Mais ce n'est pas suffisant. Et ils ne disent pas, vous voyez, à la différence du Nouveau Front Populaire, le NFP, eux, ils disent de toute façon, quoi qu'il arrive, on censurera ce gouvernement, quelles que soient les annonces. Et donc on voit bien que c'est pas exactement la même partition, et on en revient toujours au point de départ, qui est que Michel Barnier comme Marine Le Pen n'ont pas intérêt, l'un comme l'autre, pour des raisons différentes, à ce qu'il y ait une motion de censure. Michel Barnier n'a pas intérêt par rapport de son point de vue à partir. Et puis Marine Le Pen, pareil. Moi, ce que je trouve, simplement par rapport à ce que disait Marc Toiti tout à l'heure, c'est que ce budget, faut le dire maintenant, c'est plus du tout un budget technique, c'est une espèce de gigantesque paella qui ne ressemble à rien. Et ce budget 2025, objectivement, n'est pas tellement meilleur que celui de 2024. On n'est plus du tout dans la rationalité du débat. Tout est devenu irrationnel, tout est devenu exclusivement politique. Donc, foutu pour foutu, on n'est plus à 1 ou 2 milliards près. Non mais objectivement, Marc, qu'est-ce qui serait... Non mais c'est assez rare que je dise ça, mais le coup, à mon avis, serait bien plus fort si le gouvernement tombait, qu'on avait un gouvernement provisoire avec une incapacité de vision totale, avec si vous voulez, ce qu'on vit à l'Assemblée nationale, ce serait ça fois 10. Sans gouvernement, je pense que ce serait bien pire pour les marchés financiers, pour les épargnants français, qu'un budget médiocre, j'en conviens, mauvais, tout ce que vous voulez, qui n'est pas à l'équilibre, mais qui existe. Oui, mais je vais vous dire très simplement, malheureusement, la tempête financière, elle a déjà commencé. Mais je suis d'accord avec vous. La défiance a déjà commencé. Si justement, alors qu'il n'y a pas pour l'instant de motion de censure, voter, les taux d'intérêt de la dette publique française augmentent au-dessus des autres, c'est qu'il y a bien cette défiance qui s'est installée. Et je suis très triste de le dire. Mais même si effectivement le budget est voté, comme justement on va dépasser largement les objectifs de réduction de ce déficit, je rappelle que la France est sous aujourd'hui l'observation de la Commission européenne pour réduire ces déficits. Bien sûr. Évidemment, elle ne le fera pas. Mais elle ne remplira pas ses objectifs. Et donc à partir de là, je suis désolé encore une fois, les taux d'intérêt vont encore augmenter. Je suis d'accord, mais mais ça sera pire. Je trouve que c'est ce qui accable encore plus François Hollande. Parce que quand vous avez connu la complexité de l'exercice du pouvoir, que vous êtes conscient du fait qu'une motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement produirait des effets épouvantables pour le pays. Vous ne pouvez pas faire ça. Et simplement 2 mots il y a quand même 2 sujets que François Hollande a évoqués en disant qu'il n'en voulait pas. Le fait de les évoquer, déjà, c'est extrêmement grave. Il dit « Je ne suis pas de ceux qui veulent une élection présidentielle anticipée. Je ne suis pas de ceux qui veulent la destitution du président de la République. » Ça veut dire qu'il faut le lire à l'envers ? Mais le fait de l'évoquer, ça veut dire qu'il le met dans le débat, il le distille. Et je trouve que ça, c'est une sorte de poison lent qui est extrêmement grave. Jamais, avant cette période-là, depuis 45 ans, on a entendu parler... Mais il répond à des questions de journalistes. Oui, non mais attendez, normalement, quand vous êtes ancien président de la République, que vous êtes un peu attaché aux institutions, vous dites la question ne se pose même pas. Un ancien président ne devrait pas dire ça. Et moi, ce que je trouve extrêmement grave, c'est de l'évoquer comme ça, de manière très insidieuse, en disant « Mais non, je suis contre, évidemment ». Franchement, c'est extrêmement grave d'évoquer la démission du président. Il vient de parler, il était à la station F. D'une présidentielle anticipée. Pardon, Louis, je vous ai interrompu. C'est Michel Barnier qui veut parler, là. Bien sûr. Je peux dire. Quand vous acceptez d'être Premier ministre dans de telles circonstances, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, il y a que des décisions difficiles à prendre. Je n'ai pas d'état d'âme. Le seul sujet que j'ai, c'est de prendre des décisions justes et de faire en sorte que l'effort de réduction, de freinage de cette dette, la réduction, ça sera pour un peu plus tard, en tout cas de freinage de ce déficit, soit le plus équilibré, le plus juste possible, en évitant, Monsieur le Président, de toucher ceux qui sont au cœur de l'économie, c'est-à-dire ceux qui produisent, les entreprises. Toucher les entreprises. Il a quand même avoué que c'était juste freiner l'augmentation. C'est freiner la baisse. La baisse de la hausse. Madame Catherine Ney a la parole. Les amis, Madame Ney a la parole. Oui, mais et c'est vrai qu'il est dans une situation épouvantable. Mais je crois en plus que quand on dit peut-être que s'il sautait, c'est l'apanage d'Emmanuel Macron, mais il appellera toujours un Premier ministre qui est issu du tiers le plus important, c'est-à-dire le bloc central. Les socialistes se racontent des histoires en pensant qu'on va aller chercher Madame Castet ou même Bernard Cazeneuve. Non, il aurait encore un tiers plus restreint que celui de Michel Barnier. Non, ce qui est horrible, vous voyez, ce que révèle ce que dit
Monsieur Hollande, c'est qu'il pense à la présidentielle. Et quand vous voyez qu'y compris dans le bloc central, Gabriel Attal ne serait pas fâché parce que Barnier saute parce qu'il l'a humilié. Évidemment. Et Wauquiez, il ne serait pas fâché parce qu'il l'a humilié aussi. Il voulait être ministre d'État, il voulait être ministre de l'Intérieur. Puis c'est Retailleau. Vous voyez, et Madame Le Pen, c'est la vengeance de celle dont on a fait l'ennemi public numéro 1. Il faut voir comment les ministres lui serraient pas la main, lui disaient pas bonjour parce qu'elle était pestiférée. Et alors qu'on rencontre, alors on fait pas, on se compte, voilà. Alors qu'on est amical avec des gens du LFI qui sont autrement plus dangereux, évidemment, que les députés du Front National. Donc M. Attal a même appelé à voter pour eux. Ben oui. Donc, vous voyez, donc là, je pense qu'elle est un peu, et ces électeurs se disent, quand même, on a été l'ennemi numéro 1. On a fait 14% de voix à la présidentielle et on est traité comme des moins que rien, c'est pas possible. Un peu plus que 14%, je pense. Non, 40 et quelques. Oui, on revient dans la pardon, 40 et quelques. Oui. Ils ne pensent qu'à la présidentielle, tous. Mais oui. Ils n'ont aucun désir d'aider d'une quelque façon ni Emmanuel Macron, ni Michel Barnier. Personne ne veut finalement sauver la France. Ils ne pensent pas à la France, ils pensent à 2027. C'est le drame absolu. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus irresponsable cette dissolution, parce qu'Emmanuel Macron aurait pu prédire effectivement que personne ne serait attaché à trouver des compromis ou d'œuvrer pour le bien commun, sachant qu'il y avait la présidentielle derrière, qui est le seul et unique objectif. La course présidentielle avec cette dissolution. Voilà, évidemment. Un tout petit mot sur ce que nous coûtent les anciens premiers ministres. Il y a une sénatrice, une députée LR, qui a établi le palmarès, le top 50 des anciens premiers ministres qui nous coûtent le plus cher. Alors, en 1, nous avons Bernard Cazeneuve, qui nous coûte 200 000 €, alors qu'il a été alors qu'il a été le moins... celui qui a duré le moins longtemps, je crois, à l'hôtel de Matignon. En 2, nous avons Dominique de Villepin, comme nous sommes heureux de lui payer 197 539 € de nos impôts. C'est pour le taxi pour aller à la fête de l'UMA, ça coûte une voilà. En 3, nous avons Monsieur Raffarin, du Qatar. Ensuite Monsieur Jospin, Madame Cresson, Monsieur Balladur et Monsieur Castex nous coûtent 3 600 €. C'est ça la différence. Oui, alors il a un travail. Et je vous signale qu'il n'y a ni Édouard Philippe ni Laurent Fabius dans ce palmarès, tout simplement parce qu'ils ont des mandats en cours. L'un maire, en fait, quand vous avez un mandat local et que vous avez déjà un chauffeur par la mairie, évidemment, Monsieur vous n'avez Castex, pas 3 600 €. Il est économe. Oui. Alors pour rentrer. Laurence, si je peux me permettre, il est président de la RATP. Il prend les transports en commun, Monsieur Castex. Oui. Non, mais par contre, ça, Laurence, vous avez la clé du dérapage public. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui augmente le plus dans les dépenses publiques? S'il vous plaît. Louis, qu'est-ce qui augmente le plus dans les dépenses publiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui augmente le plus? C'est pas le social, ce sont les dépenses de fonctionnement de l'État. Et là, on se rend compte on est au cœur du truc. De l'erreur. Incroyable. Quand une entreprise va mal, on réduit d'abord les dépenses de fonctionnement, justement. Là, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 15% ces 3 dernières années, alors que l'ensemble des dépenses publiques... Non, mais vous avez raison sur le fond, mais pas sur ce sujet. Moi, je ne suis pas choqué. Non, bien sûr que si. Je ne suis pas choqué. Amine El Khatmi, vous avez la parole. Pour être peut-être un peu à contre-courant, je ne suis pas choqué qu'un grand pays comme la France mette à disposition, peut-être pendant quelques années, à la fois des collaborateurs et, quand vous avez été, comme Monsieur Valls, Premier ministre, dans une période d'attentat, que vous avez été nommément ciblé par Daesh, que l'État continue à vous protéger pendant quelques années, c'est normal. Mais que Madame Cresson, par exemple, qui n'est plus Première ministre depuis 30 ans, dont j'ai pas le sentiment que pèsent sur elle des menaces complètement folles, continue à bénéficier d'une voiture avec chauffeur, ça me paraît un peu plus discutable. Louis, vous aviez un avis là-dessus? Ah oui, j'ai un avis. Non, mais moi je trouve non, mais en fait, ce type de contre-feu, ce sont des écrans de fumée. Non, mais au niveau du fond, c'est-à-dire que globalement, la somme, bien sûr je comprends qu'elle choque les Français, mais à l'échelle d'un budget, c'est epsilon. Et deuxièmement, je vais pas terminer. Je termine simplement, chère Eugénie. Chère Eugénie, je termine simplement. Non mais attendez, les gens, moi je rêve pas d'un pays dans lequel le président de la République vole en EasyJet et arrive en trottinette électrique à l'Élysée, et où on a des bols de semoule qui sont servis à l'Élysée, ou des non mais c'est ça. Non mais de quel pays on veut? Moi je suis attaché à la grandeur d'un pays qui respecte et qui honore. Vous parlez tous en même temps, c'est pas possible. Peu importe, parce que je vais pas terminer, qu'on essaie de me couper la parole. Quel numéro?
sais simplement terminer une phrase. Moi, je suis attaché, ça fait partie de la grandeur d'un pays que de donner un tout petit peu de prestige à ces anciens présidents de la République. Mais je vais pas terminer. Les anciens premiers ministres. Et il y a la dérive de l'autre côté. Mais si, des pays du Nord, où on se dit que les pays... Non, mais oui, mais vous rêvez des ministres qui arrivent en trottinette et en vélo. Moi, je suis pour Versailles si on a Louis XIV. Si on a cette classe politique qu'on a actuellement, je ne suis pas pour Versailles. Point. Non, Louis, moi je ne parlais pas de ces dépenses-là, effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est globalement, il n'y a aucun effort qui est fait sur les dépenses. Mettons l'Assemblée nationale dans un Algeco. Non, mais ça coûte trop cher. Non, on peut tout faire comme ça. Et puis l'Élysée, et on met l'Élysée dans un Pas-de-Calais. On comprend plus rien, les amis. On ne peut pas demander aux Français qui se serrent la ceinture au quotidien, qui est le problème de chômage, de pouvoir d'achat, justement d'avoir encore des difficultés et d'augmenter les dépenses de fonctionnement sans aucune conséquence. De manière très calme, cher Marc, là où je peux vous rejoindre, c'est qu'on peut demander aux anciens premiers ministres, aux anciens ministres de l'Intérieur de faire des efforts pour être un peu moins dispendieux. Je suis d'accord avec vous. Mais pour autant, je trouve que ce sont des fausses bonnes idées et on peut tout délocaliser. On peut décider. Mais là, on a juste fait le bilan, lui. On n'a jamais demandé qu'il fallait arrêter de les nourrir. Mais Laurence, le fait d'en parler aussi, c'est pour que tout le monde dise mais c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Écoutez, moi, je serais ravie d'avoir un gouvernement à la danoise qui soit vraiment efficace, par exemple, sur l'immigration et qui se déplace en France. Je vous aime beaucoup, Eugénie, mais allez vivre au Danemark. En France, c'est pas comme ça. Si j'avais un gouvernement efficace et sobre, je serais ravie. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, effectivement, qui se croit encore sous une espèce de pompe d'ancien régime. Vous avez enlevé le ministre de l'Intérieur se promène en trottinette dans les rues. Je vous découvre c'est Catherine révolutionnaire, Eugénie. Messieurs, dames, Catherine Ney, des couteaux qui plantent les gens. On revient à François Hollande, qui a voulu, évidemment, lui... baisser de 20% les salaires du président, du Premier ministre et des ministres. Il a voulu être un président normal. Et la première fois, il prenait le train pour aller à Bruxelles, mais il y avait 2 avions qui le suivaient. et les gendarmes sur tous les ponts. Et après, il s'est montré sur la plage de Brégançon, on aurait dit, avec sa compagne de l'époque, on aurait dit les Bidochon. Je vais vous dire, vous vous disiez, est-ce que c'est ça dont on a envie? Et je me souviens d'un premier reportage dans Le Point, où il habitait à côté d'ici, où il faisait ses courses le samedi, en faisant la queue chez le boucher, en sortant avec son sac en plastique et en empruntant de trucs. Et bien c'est là où il a désacralisé la fonction. Parce qu'il n'a pas compris que les Français, sont un peuple monarchique. Alors évidemment, il faut faire attention. Bien sûr, Catherine. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a fait vérifier les comptes. C'est lui qui a fait entrer la Cour des comptes, qui vérifie si on paie son dentifrice, combien ça coûte et tout ça. Non, mais maintenant, c'est ça, la Cour des comptes. Et c'est Nicolas Sarkozy qui l'a demandé. Parce qu'avant, il y avait c'était opaque, on ne savait rien des dépenses de l'Élysée. Lui, il a mis... Bon, et ça, c'est normal. Mais là, vouloir vraiment encore... faire pire, moi j'ai trouvé ça ridicule. Alors après, il a arrêté parce qu'il a vu, en plus il gênait tout le quartier parce qu'il y avait des flics partout pour le... Vous voyez, il y a un moment où c'est de la démagogie. Bien voilà. Sûr. Et moi, un ministre qui arrive en trottinette, comme Madame... la garde des Sceaux, Madame Taubira, quand on lui a demandé combien elle avait... Vous savez, quand on a voulu demander après le patrimoine des élus. Voilà, parce que si on était pauvre, c'est qu'on était digne d'être ministre. Eh bien, elle avait 3 vélos. Qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Elle méritait d'être vraiment... Je me rappelle que M. Hulot avait beaucoup de voitures. Moi, je trouve que la France, vous voyez, c'est pas bien. Et après, vous vous étonnez pourquoi les gens ne veulent plus faire de politique. Oui. C'est vrai. Il y a déjà François Hollande. Il n'y a que des médiocres. Il n'y a que des médiocres. Et François Hollande, il a cassé un écosystème, vraiment, en faisant à la fois la haute autorité pour la transparence, qui emmerde les élus comme c'est pas permis, parce que c'est des tatillons. Comment? Il fait 2 gros mots aujourd'hui. Allez, oui, mais voilà. Et surtout le non-cumul des mandats qui a cassé un écosystème. Et où il y avait encore des maires. C'est une calamité. Voilà, c'est une calamité. Allez, Catherine Ney. Oui, voilà. C'est la reine Catherine. Ah ben c'est la reine Catherine. Bien sûr. Ah, voilà. Louis, vous attendrez avant d'être roi. Mais beaucoup de bon sens avec Catherine. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais stop, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. Louis, vous allez faire le rappel des titres de l'actualité ou je laisse la parole à Simon Guillain?